donc formation, qui à chaque fois, ils nous sollicitent et nous les sollicitons aussi pour partager un peu nos expériences et nos connaissances. Donc effectivement, comme vous l'avez très bien précisé, Dr Boughem, c'est l'octobre rose, donc c'est le mois du cancer du sein, de la sensibilisation et de l'information. Nous, on veut faire de la sensibilisation toute l'année, mais un peu plus ce mois d'octobre. Donc l'objectif de cette formation, c'est de vous donner un peu les chiffres du cancer du sein en Algérie, dans le monde, pour voir un peu l'impact de ce cancer du sein. C'est vraiment un cancer qui est très fréquent et dont le diagnostic précoce et la prévention vont nous aider justement à mieux prendre en charge ce cancer à des stades précoces. Par la suite, il y a le professeur Sami qui nous parle des facteurs de risque et de la prévention. Donc, vous allez un peu avoir une idée sur la population à risque. Et bien sûr, nous ne pouvons parler de cancer du sein sans l'apport de l'imagerie avec le professeur Radia. Donc, sans plus tarder, je vous remercie pour votre présence et on va donner quelques chiffres épidémiologiques. Donc, comme vous le savez, le cancer du sein constitue un problème de santé publique, pas qu'en Algérie ou en Afrique, mais dans le monde. Donc, en Algérie, on constate que l'incidence du cancer du sein est en augmentation permanente, avec un taux de mortalité qui reste malheureusement élevé. Donc, on a quelques chiffres. J'ai commencé par le réseau des registres national des registres des cancers en Algérie en 2015 et puis les derniers en 2019. Donc, ce réseau a enregistré 10 744 nouveaux cas de cancer du sein. En 2019, on est arrivé à 11 000 et quelques, presque 12 000, et là, nous sommes entre 12 et 13 000. La particularité en Afrique du Nord et en Algérie, c'est qu'il touche la femme jeune. Donc, c'est chez la femme, le nombre de cancers, toutes localisations confondues, est de 25 632 nouveaux cas, avec une incidence de 128,1 pour 100 000 habitants. Et le cancer du sein reste donc le premier chez la femme algérienne, avec 11 600 nouveaux cas en 2015. Et l'incidence annuelle était de 62 nouveaux cas pour 100 000 habitants. Donc, il apparaît chez la fille à partir de 10 ans. Malheureusement, on a eu des cas donc très tôt. Et l'incidence augmente à partir de 15 ans pour un maximum entre 45 et 49 ans. Et un âge médian qui est toujours d'actualité, il est de 47 ans, alors que dans les séries occidentales, il est en 60-65 ans. Donc, en Algérie, le cancer du sein occupe une place intermédiaire si on le compare aux pays industrialisés et certains pays arabes, mais il reste le premier cancer chez la femme au Maghreb. Il y a eu une étude faite par nos amis ANAPAT qui ont recensé 6625 cas, donc 6625 patients traités pour cancer du sein. Le taux le plus élevé était entre 40 et 49 ans, donc ce qui concorde avec les données du réseau. Le type histologique le plus commun, c'est le carcinome canalaire infiltrant, dans 70% des cas, de grade 2 dans 60% des cas. Le curage ganglionnaire moyen était de 13,20, donc 1 à 52 ganglions. Les ganglions supérieurs à 12 chez 50%, donc des cancers du sein. Le statut HER2 qui est un score très important, non seulement il a un impact pronostique mais aussi thérapeutique. Donc c'est un score, l'HER2 est une oncoprotéine qu'on recherche dans le cancer du sein en expression, surexpression ou en amplification, pour pouvoir mettre ou pas un traitement qui est un anti-HER2. Et c'est un traitement qui a complètement bouleversé le pronostic de ces cancers HER2 réputés agressifs. Donc, il a un score de 0 à 3. Donc, les scores 0 ou 1, ça veut dire négatif, on les retrouve entre 41 et 30%. Égal à 2, c'est-à-dire on est obligé d'aller plus loin quand le score est à 2. On est obligé de faire
de la biologie moléculaire, donc en une amplification, on l'a retrouvé dans 7,70% des cas. Et le score 3, donc où on est à l'aise pour mettre le traitement, il est d'à peu près 20%, ce qui rejoint les données de la littérature, c'est-à-dire que les séries algériennes sont superposables avec les données de la littérature. Les récepteurs hormonaux, donc positifs pour la progestérone dans 62% des cas, pour l'œstrogène dans 67% des cas, et le Ki67 qui est un index méthodique, donc il nous donne une idée sur la multiplication de ces cellules tumorales, il est inférieur à 20% chez 50% des patientes, donc une patiente sur deux. Le seuil de l'âge qui devrait être considéré comme un âge jeune n'est pas très bien défini dans la littérature puisqu'on parle de jeunes entre 35 et 45 ans. En tout cas, parmi de nombreuses définitions, on retient la définition la plus constante, c'est être âgé de moins de 40 ans. Une entité qui présente quelques particularités, qui nécessite une prise en charge un peu différente, avec un enjeu socio-psychologique dans l'après-cancer. Donc ça, on n'en parle pas assez, mais on devrait faire justement des topos sur ça, sur l'après-cancer, cancer du sein chez la femme. Donc chez la femme jeune, il ne représente que 7% des cancers du sein dans le monde. En 2018, on a recensé 191 000,105 nouveaux cas dans le monde et 32 425 en Europe. En Algérie, la proportion, elle est beaucoup plus importante que ces séries européennes et mondiales. Donc là, pour la répartition des patientes selon la tranche d'âge dans cette étude de nos amis ANAPAD, en tout cas, entre 30 et 39 ans, on a recensé 17,2% de cancers. Et regardez, entre 40 et 49 ans, on est à peu près à 37%, ce qui n'est pas loin des 40%. Près de 20% des cancers du sein chez la femme algérienne sont diagnostiqués avant l'âge de 40 ans. C'est malheureux, mais c'est une constatation sur nos séries, ce qui prouve que ça reste toujours un âge très jeune pour le cancer du sein. Le réseau national des registres en 2019, donc on a recensé 116,4 nouveaux cas pour 100 000 habitants chez l'homme, donc c'est une incidence, avec 22 127 nouveaux cas enregistrés en 2019. Chez la femme, il y a plus de cancers, et tout ça malheureusement à cause du cancer du sein en particulier. On a recensé 24 930 nouveaux cas en 2019, avec une incidence de 134,8 nouveaux cas pour 100 000 femmes. Le cancer du sein, regardez, donc il occupe la première place avec 11 489 nouveaux cas, un taux d'incidence brute de 62,1 pour 100 000 habitants et un âge médian de 47 ans. Donc regardez le deuxième cancer qui est le cancer colorectal, qui est le deuxième cancer chez la femme et il n'est que de 2500 nouveaux cas. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une différence énorme entre le premier cancer qui est le sein et le deuxième qui est le colorectal. Un aperçu sur le registre des cancers d'Alger. Regardez pour le cancer du sein. Là aussi, on voit que son incidence selon... je ne sais pas si je peux réduire ça. Non. Donc, jusqu'à de 2015 à 2019, l'incidence, elle est passée de 79,7 pour 100 000 habitants. Regardez en 2019, 89 000,66 nouveaux cas. C'est-à-dire que vraiment ce taux d'incidence brute du cancer du sein, il a dépassé le taux d'incidence brute moyenne fixé par l'OMS, ce qui est de 80 nouveaux cas pour 100 000 habitants. Et nous, on est à 89, pratiquement 90 000 pour 100 000 habitants. Et ça, c'était en 2019. Hein. Donc, ce cancer, il connaît une ascension rapide et touche les femmes de plus en plus jeunes, y compris avant l'âge de 20 ans. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une véritable prise de conscience par rapport à ce cancer du sein en Algérie chez la femme jeune.
et du moins en Afrique du Nord. Quelques caractéristiques cliniques donc en Algérie, chez la femme algérienne jeune, en particulier ce cancer qui touche les femmes jeunes, souvent caractérisé par une découverte tardive, une taille tumorale plus importante par rapport aux femmes plus âgées. Il y a plusieurs raisons qui expliquent ce retard diagnostique, l'absence de dépistage en premier, la densité mammaire qui est importante chez les femmes jeunes et donc qui rend difficile la palpation. Il y a aussi vous savez que avant 40 ans, ça sert à rien de faire une mammographie puisque les seins sont denses et donc c'est l'échographie. Je pense que le professeur Benihia va en parler beaucoup mieux que moi. Il y a le déni de la part de la patiente qui ne consulte que tardivement. Le cancer n'est pas envisageable ni par la patiente ni par le médecin à un âge avant 40 ans. Donc on envisage plutôt des lésions bénignes qui sont fortement majoritaire quand on a moins de 40 ans. Mais il faut consulter justement pour ne pas tomber dans ce piège des tumeurs bénignes. Le cancer du sein inflammatoire concerne majoritairement des femmes jeunes sans que les raisons précises soient pour le moment élucidées. Quelques caractéristiques histopathologiques. Donc, si on se réfère à l'étude de nos amis Anapat, qui a quand même recensé 6625 patientes, pour la taille et le grade, ces deux caractéristiques étaient d'autant plus élevées que la patiente était jeune. L'envahissement ganglionnaire était beaucoup plus fréquent plus la patiente est jeune. Les récepteurs hormonaux montrent, l'analyse de ces récepteurs a montré une proportion plus importante de négativité chez les patientes de moins de 30 ans. Ça explique que ces cancers triple négatifs qui n'ont ni l'HER2, ni le récepteur, ni encore négatif, les récepteurs hormonaux et l'HER2 qui sont négatifs chez ces femmes justement jeunes et c'est un cancer qui est malheureusement de mauvais pronostic. L'âge moyen pour l'HER2 est plus élevé chez ceux qui ont un statut HER2 négatif, entre 22 et 27% des patientes de moins de 40 ans qui présentent un HER2 positif. Et enfin, un autre facteur histopronostique, c'est les emboles péritumoraux qui n'ont pas d'impact en fonction de l'âge. Donc ainsi, les grosses tumeurs, l'envahissement ganglionnaire, le grade élevé de la tumeur, l'existence de récepteurs hormonaux à la progestérone, le statut HER2 positif et la présence d'emboles péritumoraux ont été notés chez les patientes en moyenne plus jeunes que chez les autres. Et toutes les caractéristiques de la maladie, c'est-à-dire la taille, le grade, l'envahissement ganglionnaire, le statut HER2, les récepteurs hormonaux et les emboles étaient significativement liés entre elles. La mutation BRCA1 et BRCA2, donc ce sont des gènes qui codent pour les protéines qui ont des rôles majeurs dans la réparation de l'ADN et qui agissent en tant que suppresseurs de la tumeur. Les personnes qui naissent avec des mutations au niveau de l'un de ces deux gènes présentent un risque important de développer un cancer du sein et des ovaires. Professeur Sami va vous en parler dans des facteurs de risque. En tout cas, d'où l'intérêt chez des patientes jeunes d'une consultation oncogénétique pour qu'il y ait un dépistage précoce. Là, l'IRM trouve toute sa place, les tests génétiques et bien sûr, parfois, on propose un traitement prophylactique. Le type même, c'est Angelina Jolie, donc qui a fait une mastectomie préventive. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? Donc, la prise en charge du cancer du sein chez la femme jeune a connu une évolution majeure au cours de ces dernières décennies. La phase après-cancer est beaucoup plus lourde chez la patiente jeune, d'où l'intérêt de l'accompagnement familial et psychologique, l'importance d'une coordination entre les différents médecins qui s'occupent de ces patients ou de ces patientes, place importante de l'oncogénétique et les études épidémiologiques doivent justement se renforcer afin de répondre à beaucoup de questions qui demeurent sans réponse. Et je vous remercie. Donc, sans plus tarder. Merci, professeur. Alors, on continue, ensuite on fait il y aura les questions ou on va dans chaque communication? Non, je pense qu'on continue parce que, voilà. D'accord, ok. Je vais mettre échappe. Attends, je vais laisser,
Ouais. Sachez, chers participants, que même dans l'épidémiologie, vous pouvez trouver des questions. Ne croyez pas que c'est des chiffres, c'est comme ça. Elle est sur le bureau. Et puis, elle est partie. Ok. 2 secondes, on est en train de mettre celle du professeur Samy. Non, normalement, je peux. Voilà. Samy, elle est là. C'est laquelle, facteur de risque? Elle va nous présenter les facteurs de risque et la prévention du cancer. Voilà. D'accord. Partagez. Alors, bonjour à tous. Comme vous le savez, il est toujours important de vous rappeler les facteurs de risque qui sont liés au cancer du sein, puisque ça vous permet en fait de pouvoir identifier plus facilement parmi vos patients celles qui sont le plus à risque de développer un cancer du sein. En fait, il faut savoir que le cancer du sein est une maladie multifactorielle. Ça veut dire que plusieurs facteurs vont influer sur le risque de sa survenue. On a les facteurs de risque qui sont avérés, c'est-à-dire qui ont été prouvés par des études robustes, et on a des facteurs de risque qui sont suspectés. Donc, on commence d'abord avec les facteurs de risque avérés. Ce sont ceux pour lesquels donc les données des différentes études, en fait, les résultats sont disponibles et sont suffisantes pour conclure avec certitude l'existence d'un lien causal avec le cancer du sein. Le premier facteur de risque est l'âge. Donc, plus une femme vieillit, plus son risque de développer un cancer du sein augmente. Il touche généralement les femmes après la ménopause et près de 80% des cancers du sein vont se développer après 50 ans. Si on prend par exemple le cas de la France, le risque maximal est autour de 65 et 74 ans, puisque l'âge médian au diagnostic est autour de 63 ans. En revanche, en Algérie, on a dit, comme l'a dit le professeur Kirboua, on a une particularité de la femme jeune, c'est-à-dire que ce cancer il survient chez la femme jeune avec un âge médian autour de 48, 47, 48 ans. Et les courbes donc, de l'incidence montrées donc, par l'INSP en 2022, on avait deux pics, le premier autour de 50-55 ans et le deuxième autour de 60-63 ans. Donc chez nous, effectivement, l'âge est un facteur de risque, mais il faut considérer qu'il faut commencer déjà à surveiller les patientes dès l'âge de 40 ans. Les antécédents personnels de cancer du sein, il est clair qu'une patiente qui a déjà été traitée pour un cancer du sein va avoir un risque plus important de faire un deuxième cancer en homolatéral, c'est-à-dire au niveau du même sein, ou alors de développer un cancer en contralatéral. Et en cas de carcinome, donc non infiltrant, de carcinome canalaire in situ ou de carcinome lobulaire in situ, bien sûr, le risque de développer un deuxième cancer du sein est important, mais la plupart de ces patients, lorsqu'elles sont traitées par chirurgie, le risque, il est faible. Les antécédents familiaux de cancer du sein et d'autres cancers, donc on a une disposition familiale, le plus souvent c'est dû à des gènes, comme on a dit, les gènes, donc mutation de BRCA1 et de BRCA2. Ça peut être également un mode de vie qui est commun. Ça peut être le fruit du hasard, mais généralement, c'est une association de tous ces facteurs. Donc, quand on a une parente au premier degré qui a eu un cancer du sein, le risque est environ 2 fois plus important d'être atteinte qu'une femme en fait qui n'a pas d'antécédents familiaux. Et plus le nombre de parentes au premier degré atteintes d'un cancer du sein est important, et plus le risque de développer le cancer du sein va être important. Et également, lorsqu'on a une parente au deuxième degré qui développe donc un cancer du sein, comme une grand-mère, une tante ou une nièce, là aussi, le risque est important.
On doit savoir que le risque en fait de cancer du sein est plus élevé dans certaines situations, notamment lorsqu'on a une ou plusieurs ou plus d'une parente au premier degré, mère, sœur ou fille, avec un cancer du sein en particulier. Si le diagnostic a été posé donc avant la ménopause, donc un cancer qui est survenu à un âge jeune, lorsqu'on a des parentes au deuxième degré, grand-mère, tante ou nièce, du côté du père ou de la mère qui a eu un cancer du sein, une parente qui a déjà eu un cancer du sein bilatéral et avant la ménopause, deux parentes ou plus ayant eu un cancer du sein ou de l'ovaire, une parente ayant eu un cancer du sein et un cancer de l'ovaire, et bien sûr lorsqu'on a un parent de sexe masculin qui a eu un cancer du sein. Alors, les mutations des gènes BRCA1 ou 2, c'est des gènes qui sont mutés chez environ 5 à 10% des patients. Donc, ces patientes vont avoir des cancers qui sont héréditaires. Nous savons que les gènes BRCA1 et BRCA2 interviennent dans la réparation donc des gènes. Ce sont des gènes suppresseurs de l'ADN, pardon. Ce sont des gènes suppresseurs des tumeurs et ces mutations sont rares et elles affectent environ une personne sur 500. Alors, la probabilité de la mutation des gènes BRCA1 ou BRCA2 est plus élevée dans les familles où on a plusieurs membres qui sont atteints d'un cancer du sein ou de l'ovaire. Lorsqu'on a au moins une parente atteinte d'un cancer du sein avant l'âge de 50 ans, une parente qui a reçu un diagnostic de cancer du sein ou de cancer de l'ovaire, des membres atteints d'un cancer dans les deux seins, donc un cancer bilatéral, ou alors un homme atteint d'un cancer du sein dans la famille. Bien sûr, ces femmes porteuses de mutations BRCA1 ou BRCA2, on a 85% de risque de développer un cancer du sein et un âge plus jeune, et parfois il va s'agir d'un cancer bilatéral, et le risque d'apparition du cancer de l'ovaire est présent et à n'importe quel âge. Alors, l'incidence également est un facteur de risque. Alors, l'incidence, il ne s'agit pas d'une maladie, mais il s'agit juste de femmes qui vont avoir plus de tissus conjonctifs, de glandes et de canaux galactophores que de tissus graisseux. Donc, c'est un caractère héréditaire et ces tendances vont être observées à la mammographie et ça va donner donc une lecture difficile du tissu. Le tissu va apparaître dense. Le tissu plutôt va apparaître blanc sur le cliché, tout comme les tumeurs. Donc, ça va donner, donc ça peut masquer en fait le cancer et la lecture va être difficile. Et donc, lorsqu'on a cette mutation, on a le risque d'apparition de certains types de cancers, comme le cancer du sein. L'apaxie télangiectasique également, on a une mutation du gène ATM qui est un gène qui intervient dans la réparation de l'ADN et dans certaines familles où le taux de cancer du sein est élevé, donc probablement c'est des patients qui présentent des mutations de ce gène ATM. Le syndrome de Coden, donc, est lié souvent à une mutation là aussi du gène PTEN qui est un gène suppresseur de tumeurs et les patientes qui ont le syndrome de Coden avec une mutation de PTEN vont être plus susceptibles d'avoir un cancer du sein avec d'autres cancers également. Le syndrome de Peutz-Jeghers également est lié à une mutation du gène STK11 qui est là aussi un gène suppresseur de la tumeur et lorsqu'on a cette mutation, on a une augmentation du risque du cancer du sein et d'autres cancers également. Les autres mutations génétiques, donc en plus des gènes BRCA1 et BRCA2, on incrimine le gène CHEK2 qui est donc lorsqu'il est muté, on observe il est observé chez des familles atteintes du syndrome de lipoprénie. Donc, il faut savoir que le CHEK2 également est un gène suppresseur de la tumeur et lorsqu'on a une mutation de ce gène, on a une augmentation du risque du cancer du sein. Également, le gène PALB2, lorsqu'il est muté, le risque de cancer du sein augmente. On a également une augmentation du risque du cancer, des cancers gynécologiques. Les antécédents de reproduction, il faut savoir que l'œstrogène
est la principale hormone qui est liée au cancer du sein, et l'œstrogène va affecter la croissance des cellules mammaires. C'est un facteur protecteur et le risque serait environ de 0,7 moindre en cas de ménopause qui survient précocement entre 40 et 44 ans par rapport aux femmes ménopausées entre 50 et 54 ans. La grossesse tardive ou l'absence de grossesse est un facteur de risque. Donc pourquoi? Puisque la grossesse va interrompre l'exposition des cellules mammaires aux œstrogènes circulants et elle va réduire le nombre total de cycles de la femme durant sa vie. Donc plus le nombre de cycles avant une première grossesse est important, plus le risque de cancer du sein est élevé. Il faut savoir qu'une première grossesse à terme après 30 ans, le risque donc de développer un cancer du sein est plus élevé que chez une femme qui a fait une première grossesse avant 30 ans. Dans cette étude française sur environ 100 000 femmes, donc après 22 ans, ce risque augmenterait, après une première grossesse après 22 ans, ce risque augmenterait d'environ 4% pour le cancer préménopausique et de 2% par an pour le cancer postménopausique. Et plus une femme va avoir des enfants, plus elle sera protégée contre le cancer du sein. Et bien sûr, la nulliparité va accroître le risque de cancer du sein. L'exposition au rayonnement ionisant est un facteur également de risque important, notamment les patients notamment, et ce risque est encore plus élevé si le traitement a été administré lors de la puberté, notamment avant l'âge de 15 ans. En dehors de la radiothérapie, les femmes qui ont été exposées au rayonnement ionisant lors des explosions de bombes atomiques, par exemple pendant la Seconde Guerre mondiale, ont aussi un risque plus élevé de développer un cancer les femmes algériennes demandent. L'hormonothérapie substitutive, en particulier lorsqu'elle est à base d'œstrogènes et de progestatifs et lorsqu'elle est donnée pendant une durée longue, notamment plus de 5 ans, elle accroît le risque de cancer du sein. Donc en France, si on prend l'exemple de 2015, il y a eu dans cette étude 1236 nouveaux cas de cancer du sein, donc 3% qui étaient attribuables à l'utilisation d'un traitement hormonal substitutif. Donc, la prescription du traitement hormonal substitutif est aujourd'hui bien codifiée. Une durée de prise limitée à 5 ans est recommandée, avec bien sûr une réévaluation annuelle de son indication qui est quand même très importante. Alors, j'ai rapporté donc les résultats de cette étude
canadienne de la Women's Health Initiative Study, qui montre bien sûr le lien entre l'hormonothérapie substitutive et le cancer du sein. Le risque de cancer augmenterait d'environ 1% chaque année qu'une femme avait pris seulement de l'estrogène et d'environ 8% pour chaque année qu'une femme avait suivi une hormonothérapie substitutive combinée. Le risque est plus élevé, même pour une hormonothérapie substitutive combinée de courte durée, comparée à un placebo, et la hausse du risque disparaît quelques années après l'arrêt du traitement. On a noté une baisse importante de taux de nouveaux cas de cancer du sein chez les patientes canadiennes âgées entre 50 ans et 69 ans entre 2002 et 2004, et justement cette baisse coïncidait avec une diminution de l'utilisation de cette hormonothérapie substitutive, et cette baisse a été observée également dans d'autres pays comme les États-Unis et l'Australie justement, et ça correspondait à une baisse de la prescription de cette hormonothérapie substitutive. Les contraceptifs oraux, notamment les contraceptifs œstroprogestatifs, sont légèrement, donc c'est un risque qui est vraiment minime, augmenter le risque de cancer du sein, en particulier si la contraception a été prise pour une durée très longue, au-delà de 10 ans. Il y a eu cette étude danoise de 2017 qui a montré que le risque augmenterait de 1,19 fois chez les utilisateurs par rapport aux femmes qui n'ont jamais eu de contraception hormonale. Et cette utilisation est liée bien sûr à l'utilisation. Le risque est 1,17 fois plus élevé pour une durée de prise de 1 à 5 ans, et ce risque augmente à 1,45 pour une durée de plus de 10 ans. Et ce risque va diminuer juste après l'arrêt de la contraception orale. Le Dilestilben, donc c'est un traitement qu'on connaît aujourd'hui. C'est un puissant œstrogène de synthèse qui a été prescrit dans les années 40 jusqu'aux années 70 aux femmes qui étaient enceintes pour diminuer le risque de fausse couche. Mais aujourd'hui, le lien entre ce médicament et le cancer du sein est bien établi. Donc, le risque de développer d'environ quand même 30% par rapport aux femmes non traitées. Et le problème, c'est que même les filles exposées in utero à ce traitement donc ont un risque accru de développer un cancer du sein, et le risque pourrait également s'étendre à leurs filles et à leurs petites filles. L'hyperplasie atypique, il faut savoir que c'est une affection qui est bénigne, mais qui est caractérisée par un nombre accru de cellules anormales, donc de cellules atypiques qu'on va retrouver sur l'anatome dans le tissu mammaire. Et donc, ces patientes avec une hyperplasie atypique auraient un risque de 3 à 5 fois plus élevé de développer un cancer du sein. L'alcool, donc on a une augmentation du risque de développer un cancer du sein qui est dose dépendante. Donc par rapport à une femme qui ne consomme pas d'alcool, une femme qui boit un verre d'alcool par jour augmenterait son risque de développer un cancer du sein d'environ 10%. Et ce risque va doubler pour celles qui consomment 2 verres d'alcool par jour. Il va tripler pour les patients qui consomment 3 verres, et ainsi de suite. Donc pourquoi l'alcool est un facteur de risque? Parce qu'il est susceptible de faire augmenter le taux d'œstrogène, et également il va réduire la quantité de certains éléments qui sont essentiels, qui protègent contre les dommages cellulaires, comme l'acide folique, donc la vitamine B, et les vitamines A et la vitamine C. L'obésité et le surpoids également, c'est un facteur de risque pour le cancer du sein et également pour d'autres cancers et pour les maladies cardiovasculaires. Donc, à chaque fois que l'IMC augmente de 5 unités, le risque de développer un cancer du sein post-ménopausique en particulier serait approximativement 1,1 fois plus élevé que chez les femmes qui ont un poids normal. Et les femmes qui n'ont jamais suivi une hormonothérapie substitutive, mais avec un indice de masse corporelle, le risque est de 31,1 dans l'indice de masse corporelle est de 31,1 au plus, le risque est multiplié par 2,5 comparé aux patientes qui ont un indice de masse corporelle normal. Donc, plus une femme prend de l'âge
prendre du poids à l'âge adulte et plus le risque de développer un cancer du sein post-ménopausique va augmenter. Comme cette étude en France qui a été menée en 2015, c'est 4507 femmes. Donc 4507 cas de cancer du sein surviennent après la ménopause, donc soit 8% de l'ensemble des cancers du sein qui sont attribuables au surpoids et à l'obésité. L'inactivité physique, donc, augmente le risque de cancer du sein, aussi bien le cancer chez la femme préménopausée que chez la post-ménopausée. En 2005, là aussi, sur 1620 cas de cancer du sein qui sont survenus après la ménopause, soit 3% des cancers, ils étaient attribuables au manque d'activité physique. Donc, le risque de développer un cancer du sein pourrait diminuer de 12, voire jusqu'à 21% selon les études chez les femmes qui sont actives comparé aux femmes qui sont inactives. Alors, on passe aux facteurs de risque possibles ou suspects. Donc là, ça veut dire qu'on a établi un lien entre les facteurs qui surviennent et le cancer du sein, mais on ne possède pas suffisamment de preuves scientifiques ou de résultats venant donc d'études robustes qui permettent d'affirmer qu'ils sont des facteurs de risque. Donc, on doit faire plus de recherches pour clarifier le rôle de ces facteurs dans l'apparition du cancer du sein. On a le tabagisme actif et le tabagisme passif. Donc, contrairement aux autres cancers liés au tabac, les associations observées entre le cancer du sein et le tabac sont plus faibles et moins cohérentes. Et en 2012, par exemple, on a eu cette étude du CIRS. Donc, il existerait des indications limitées en faveur d'un lien causal entre le tabagisme actif et le cancer du sein. Par contre, cette étude de 2015 a montré qu'il y avait un risque de 1,08 à 1,13 fois plus élevé de cancer du sein chez les femmes qui fument. Et donc, cette étude a conclu qu'il existait quand même des preuves cohérentes d'une augmentation modérée du risque. Et aussi, le tabagisme passif est incriminé, donc il augmenterait, selon cette même étude, le risque de cancer du sein. L'alimentation non équilibrée, donc en 2015, cette étude donc, qui a porté en France sur 2315 par exemple, le cas de cancer du sein survenu après la ménopause, donc soit 4% de ces cancers, serait attribuable à une alimentation déséquilibrée. Et donc l'estimation du CIRS a attribué l'ensemble des cas à une consommation de fibres. Donc une alimentation déséquilibrée, ça veut dire une alimentation pauvre en fibres, c'est-à-dire très peu. Donc les patients consomment très peu d'aliments riches en fibres, qui sont les produits céréaliers complets, les légumes secs et les fruits et les légumes. Le travail de nuit serait également incriminé dû à l'exposition à la lumière artificielle qui va faire baisser le taux de mélatonine dans le corps. Et chez la femme, la mélatonine pour effet de réduire la quantité d'œstrogène dans le corps et de ralentir la croissance des cellules du cancer du sein. Le risque est de 1,08 fois plus élevé de cancer du sein chez les femmes ayant travaillé de nuit moins de 10 ans, mais on a remarqué donc dans cette même étude qu'il n'y aurait pas d'augmentation du risque chez les femmes qui ont travaillé plus longtemps. Donc, pour ce facteur de risque en particulier, on devrait attendre pour avoir plus d'études, donc avec des résultats un peu plus importants. Certaines affections non cancéreuses du sein, il faut savoir que la plupart des affections bénignes du sein ne font pas augmenter le risque de cancer du sein. Et quand on a une lésion bénigne, il pourrait y avoir beaucoup plus un lien entre quelques-unes de ces affections et les antécédents familiaux donc de cancer du sein. On a observé donc une légère hausse de risque de cancer du sein chez la femme lorsqu'elles sont liées à une augmentation du nombre ou excès de croissance des cellules. Et parmi ces affections non cancéreuses qui pourraient vraiment faire augmenter le risque, c'est le changement fibrokystique du sein, l'hyperplasie, le fibroadénome lorsqu'il est complexe, l'adénosclérose, papillomatose, cicatrice radiaire, mais en général, toutes ces affections, donc c'est des patientes généralement qui sont opérées.
Le dioxyde d'azote, le N2, il faut savoir qu'il est majoritairement émis par le trafic routier, qui est un indicateur de l'exposition aux autres polluants atmosphériques. L'association de cette exposition dans l'aérobien et le risque de cancer du sein sont encore limités, mais dans cette étude de 2011, il y a eu 1677 nouveaux cas de cancer du sein qui seraient attribuables au N2 chaque année en France. Et cette étude Xener également a montré une augmentation de 9% du risque de cancer chez les patientes les plus exposées au N2. Enfin, on arrive à la prévention. Il faut savoir que certains facteurs de risque ne peuvent pas être maîtrisés, parmi lesquels l'âge, le sexe ou encore les antécédents familiaux, mais il faut savoir qu'environ 4 cancers du sein sur 10 seraient attribuables au mode de vie, aux expositions professionnelles et à l'environnement. Donc, il est possible de réduire le risque de cancer du sein en suivant des mesures simples et applicables au quotidien, comme par exemple pratiquer une activité physique régulière qui va favoriser le bon fonctionnement du système immunitaire et en contribuant à l'oxygénation des cellules. Et en fait, c'est un excellent moyen également pour lutter contre l'obésité et le surpoids. Et bien sûr, vous savez, comme ils constituent tous les deux des facteurs de risque de cancer du sein. Et il est donc recommandé de pratiquer 30 minutes d'exercice quotidien à raison de 5 fois par semaine. Maintenir un poids donc normal. Donc des études démontrent que l'obésité bien sûr est un facteur de risque. Donc il faut manger équilibré et avoir une activité physique régulière pour aider à conserver un poids de santé. Privilégier une alimentation saine, bien sûr riche en fibres, avec bien sûr toujours une activité physique régulière et un maintien d'un poids normal. Donc, limiter la consommation d'alcool et de tabac. Donc, on l'a dit que la consommation d'alcool et de tabac vont favoriser les maladies et cardiovasculaires et les cancers. Donc, il faut vraiment éviter la consommation d'alcool et éviter le tabagisme. Alors, l'allaitement, quant à lui, est un facteur protecteur. L'allaitement protège contre l'apparition du cancer du sein et il permet de réduire, parce qu'il va réduire le nombre total de cycles menstruels d'une femme et réduire l'exposition donc des cellules mammaires aux œstrogènes. Et plus l'allaitement dure longtemps et plus l'effet protecteur est grand. Et donc l'allaitement prolongé en particulier réduirait d'environ 4% le risque de cancer du sein de la mère par de 12 mois d'allaitement. Et donc, dans cette étude en France en 2015, 3% des cancers du sein étaient attribuables à une durée d'allaitement inférieure à 6 mois. La mastectomie prophylactique, elle vise à prévenir le cancer du sein en réalisant une ablation préventive. Elle est quasiment associée à une reconstruction donc immédiate. Les femmes à risque très élevé de cancer du sein, elles concernent bien sûr ces femmes qui ont une mutation avérée des gènes BRCA1, BRCA2, mais également d'autres mutations. Et le risque après mastectomie bilatérale devient très faible, il n'est pas nul, mais chute jusqu'à moins de 5%. Lorsqu'on a une mutation de BRCA1, la mastectomie prophylactique est envisagée déjà dès lors de 30 ans parce que le risque de développer un cancer est déjà là à un âge très jeune. Et pour la mutation BRCA2, le risque est un peu moins important et la mastectomie prophylactique peut être envisagée après 30 ans. Et donc, cet âge peut être défini en fonction de l'âge de survenue des cancers dans la famille. La chimioprévention, elle est définie comme l'utilisation d'agents naturels ou synthétiques dans le but de prévenir, de retarder ou d'éliminer donc la progression tumorale. La notion de risque est hétérogène, il va être calculé par un modèle mathématique qui est le modèle de Ghel. Le tamoxifène est efficace chez les patientes non ménopausées. Et chez les patientes ménopausées, on a en plus du tamoxifène, on a le raloxifène et les inhibiteurs de l'aromatase comme l'anastrozole ou l'exemestane. Et la chimioprévention n'est indiquée chez une patiente que si le bénéfice va l'emporter sur le risque d'effets indésirables.
Alors, les prévention par le tamoxifène, le raloxifène ou l'inhibiteur de l'aromatase peut être indiqué chez la femme de plus de 35 ans qui présente donc des antécédents de carcinome lobulaire in situ ou d'hyperplasie canalaire ou lobulaire atypique, un risque à 5 ans de développer un cancer du sein supérieur à 1,67% basé sur le modèle de Guel et les antécédents d'irradiation thoracique chez la femme qui a reçu cette irradiation avant l'âge de 30 ans et bien sûr la présence de mutations à haut risque comme les mutations justement par le médecin généraliste, par le gynécologue, mais également par une sage-femme. Donc, en conclusion, il faut savoir que la prévention est l'affaire de tous. La prévention primaire du cancer du sein consiste à éviter l'exposition aux agents cancérogènes identifiés. Donc, c'est votre rôle, justement, en tant que médecin généraliste, de conseiller les femmes qui viennent consulter. Eh bien, également, il faut savoir que certains types de prévention, notamment chirurgicale et la chimioprévention, doivent tenir compte de la balance risque et bénéfice avant de pouvoir être proposés en pratique clinique. Merci. Merci, professeur. Merci beaucoup. Et comment ils réfléchissent avant de passer au dépistage. Vous voyez les questions? Oui, je suis en train de voir les questions. Comment est-il de l'hormonothérapie dans la PMA? Je pense qu'on va faire un débat, donc une première partie du débat et la suite avec le diagnostic. Donc la PMA, donc c'est le traitement substitutif. Oui, oui, je veux dire, je veux dire, comment dire, l'induction hormonale, voilà. Donc, je pense que des traitements, les deux vecteurs, il faut savoir que les deux vecteurs de vaccination sont parmi les facteurs qui sont suspectés. Mais c'est pas un facteur de risque qui est avéré. Donc, certains, c'est pas parce que la femme qui en général fait des retours d'ovulation, elle va les recevoir quand même à un âge un petit peu avancé, à partir d'après 5 ans, et on va augmenter le nombre des cycles de d'ovaires, des cycles quand même qui sont accélérés, et ça pourrait être un facteur. On vous entend pas bien. Il y a un double son. On entend très mal. Voilà. Là, je pense qu'il faut être en face du micro. Là, je sais pas. Là, ça va. Je pense qu'il faut le coller. On répète ce qu'on vient de dire. Vas-y. Alors, l'ovulation, les inducteurs de l'ovulation sont considérés des facteurs de risque suspectés, mais ce ne sont pas des facteurs de l'ovulation. On n'entend rien. Vous perdez votre temps, on n'entend rien. Vous perdez votre temps. On n'entend rien. Voilà. Donc, l'informaticienne, d'accord. Le son est vraiment mauvais, peut-être c'est l'internet. Aïe, l'informaticienne. Oui,
les professeurs. Oui, c'est ce qu'on a. Oui. Est-ce que les chiffres de l'augmentation du cancer du sein n'est pas en rapport avec le bon dépistage? C'est une bonne question, docteur Dragan. Si on veut évaluer les choses, vous m'avez entendu, ou toujours pas? En fait, c'est un problème de sang, oui. Il y a un problème de sang. كنا نسمعوهم très bien. دوكا نسمعوا double. C'est pas le micro? شوفي هكذا je vous entends. Mais dès que vous prenez le micro... Ok, d'accord. Non, parce qu'on va prendre donc on va pas se déplacer. Exactement, Madame Gougon. Oui, je vous entends, allez-y. On répète votre question ou ça doit pas moi? À vous de voir. Je me suis posé la question. Peut-être parce qu'il y a la conscience liée par rapport au dépistage du cancer du sein. Oui, c'est vrai. Les femmes, elles sont plus conscientes, elles consultent plus souvent. Mais si on veut avoir l'impact du dépistage, c'est qu'on va avoir des stades précoces. Mais malheureusement, les stades précoces, c'est vrai qu'il y a une amélioration, mais on n'est pas encore aligné aux pays développés. Donc, on a encore des stades localement avancés et métastatiques. Donc, l'objectif, c'est de vraiment aller vers un dépistage précoce. D'aller vers un dépistage national organisé pour avoir des stades précoces, justement. Vous avez des questions, Bahi Barak? Allez-y. Alors, pour les traitements, PMA, qu'en est-il de l'hormonothérapie dans la PMA? Il faut savoir que le traitement dans le cancer du sein, c'est les injections de l'ovulation. Mais il faut savoir qu'il y a des études pour évaluer sur une prise de déficience agressive vous avez montré que le risque, l'augmentation du risque n'était pas significative, mais plutôt lié à la durée de la prise de ce traitement. Donc, plus la durée est importante, et plus le risque serait élevant. Le facteur de risque non avéré est plutôt suspecté. On passe à la deuxième question. L'obésité, par quel mécanisme elle induit le cancer du sein? Enfin, tous les cancers. Hein. Ouais. Ouais. C'est les leptines. Ouais. Alors, pour ce qui est du cancer du sein, alors il y a une relation en fait entre les leptines, les oestrogènes, et donc les androgènes. Les androgènes ont On n'entend rien. Je comprends pas le côté tac, on entend le côté tac, on n'entend pas. Voilà. C'est vraiment... C'est embêtant. Vous m'entendez? Oui, ne vous rapprochez pas trop du micro. Essayez de ne pas trop vous rapprocher du micro. Peut-être c'est ça. Alors, si les femmes obèses, il y a un lien entre les leptines, les androgènes, les oestrogènes. En fait, il y a une conversion en oestrogène, et donc on va avoir une augmentation élevée d'oestrogène, ce qui expliquerait donc le risque augmenté de cancer du sein.
Comment expliquer? Cancer du sein, c'est... Alors, le cancer du sein, c'est là, on l'explique justement. Quand on a un cancer du sein, on sait tout de suite qu'il y a une sorte de mutation. Donc, le cancer du sein, c'est l'homme, ça veut dire qu'il y a une mutation du gène soit BRCA1, soit BRCA2. Donc, c'est un cancer vraiment héréditaire. Et Qui touche 1%, c'est rare, hein, c'est rare. Juste 1% des... Voilà. On a 20 ans de carbohydrates. On entend, mais c'est toujours, c'est mieux que rien, mais bon. قالك عاودي لنا الاخر تاع l'hormonothérapie. La réponse. On n'a pas entendu la réponse concernant l'hormonothérapie et la PMA. La qualité de... Les traitements donnés donc, lors de procréation assistée, je veux dire que parmi les traitements qui étaient incriminés dans l'augmentation du risque du cancer du sein, c'était les inducteurs d'ovulation essentiellement. Éloignez-vous du micro, éloignez-vous du micro. Faites comme si vous parlez comme si vous avez fait Voilà. votre communication. Je répète encore. Oui, très bien, allez-y. D'accord. Donc, pour ce qui est des traitements comme lors de procréation assistée, on avait pendant longtemps incriminé en particulier les inducteurs de l'ovulation. D'accord. Mais en fait, il y a eu par la suite des études qui ont évalué un peu plus de 2000 patients sur une longue durée, environ 18 ans, et qui a démontré en fait qu'il n'y avait pas, la différence n'était pas significative entre les patients qui ont reçu ces traitements et les autres patients, mais le risque serait un peu plus important chez les patients qui reçoivent ce traitement pendant une longue durée. Donc, ça n'est pas aujourd'hui un facteur de risque avéré, mais ça reste toujours un facteur de risque juste suspecté. Est-ce que les aliments transformés et ultra transformés sont incriminés dans la genèse de cancer du sein et des produits conservateurs? En fait, la réponse est oui, il y a certains aliments transformés et ultra transformés et certains produits conservateurs qui sont incriminés dans tous les cancers, pas les cancers du sein en particulier. On avait dit, on entend très mal. Là, c'est bon, là. Conduite à tenir devant des adénofibromes de plus de 10 cm. Bon, il faut savoir que les adénofibromes, ça reste des tumeurs qui sont bénignes, qui ne vont pas se transformer. Il y a le cas particulier juste de l'adénofibrome complexe, qui est généralement de taille très importante, très volumineux, voilà, gênant, voilà, qui gêne l'enfant. Mais sinon, les adénofibromes, ils sont à 2 cm sans autre problème, c'est des lésions juste à surveiller. Sont de mauvaise qualité, sont mauvais. Y a-t-il des cas de cancer du sein à l'âge de 10 ans? Vous avez dit à partir de 10 ans, avant même la puberté. Il y a eu des cas dans la série. Dans la série des anapathes, il y a eu des cas à 10 ans. Après, ça peut être des sarcomes, ça peut être pas forcément des canalins, voilà. Mais il y a eu 10 ans et 15 ans. Bon, le cancer, il peut survenir à la puberté. Il y a d'ailleurs même un type qu'on appelle le cancer juvénile. Il y a un type particulier. Il survient chez la jeune fille entre 17 et 18 ans. Mais bon, le cas de cancer du sein à 10 ans, c'est des cas exceptionnels. Le plus souvent, en fait, c'est peut-être des tumeurs phyllodes ou autres qui ont dégénéré, mais c'est des contextes peut-être vraiment très particuliers. Mais il faut savoir que le cancer chez l'adolescente existe, ça reste rare, mais en général, donc, il faut penser à un cancer déjà dès l'âge de 20 ans. Hein. Quel moyen peut-on faire le dépistage du cancer du sein chez la jeune femme de moins de 30 ans? D'ailleurs, faire le dépistage à moins de 30 ans, c'est chez des femmes, c'est des cas particuliers. Professeur Boumiahi va en parler. Comment différencier entre un sein dense? En fait, le sein dense, c'est sur la mammographie. On va voir un sein dense. C'est pas du tout cliniquement.
C'est souvent les femmes jeunes. Hein. Ah, bien sûr, bien sûr. C'est des femmes Ça, jeunes. une femme âgée ne peut pas avoir de 5 ans, ça c'est clair. Alors en Algérie, le nombre de cas de cancer jeune fille très élevé pouvait incriminer l'hérédité pour cette particularité. Est-ce qu'on plus spécifiquement? Voilà, alors le cancer du sein chez la jeune fille est très élevé. Bon, il faut savoir que c'est vrai que le cancer du sein chez la jeune fille existe, mais c'est pas une incidence qui est très très élevée, d'accord? Donc c'est un cancer qui existe. La particularité chez nous, c'est un cancer qui survient chez la femme non ménopausée, donc avec un âge médian autour de 48 ans, et qu'on pourrait expliquer cet âge jeune par rapport à la population algérienne qui est d'une manière générale c'est une population qui est jeune. Toute la population algérienne est une population jeune par rapport aux pays développés où la population est plutôt une population, ils ont plus de personnes âgées de plus de 50 ans que des personnes de moins de 50 ans. Donc ça pourrait expliquer. Maintenant, les femmes, bien sûr, ou les filles, les jeunes filles, lorsque le cancer apparaît avant 30 ans, bien sûr que l'hérédité est bien sûr incriminée. Et vous le savez aussi, le cancer est multifactoriel. On peut également incriminer d'autres facteurs. Comment diagnostiquer le cancer? Là, on va le voir tout à l'heure. On n'entend pas. Même avec dépistage précoce, on ne peut pas palper un cancer de 1 cm. Là, on va en parler tout à l'heure. On entend mal. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir diapo? Oui, vous allez les avoir. Je vais répéter, on n'entend rien. Non, comme ça, on m'a dit, on a compris. C'est moi qui ai compris. Ici. Alors, l'hypertrophie mammaire augmente le risque de cancer du sein par rapport à un sein de taille normale. Non, c'est juste que l'examen est plus difficile. Voilà. Donc, l'examen est plus difficile et détecter donc le cancer par un médecin qui n'est pas vraiment entraîné va, disons, entraîner donc un retard de diagnostic. Mais c'est pas forcément un facteur de risque. C'est plutôt les seins denses qui constituent un facteur de risque. Les hommes, on a répondu. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions, donc on va laisser professeur Benihia. T'as de communication. Je suis en train de vérifier juste les questions. Oui, je pense qu'on a vérifié à toutes les questions. On a répondu à toutes les questions. Oui, on va vous transmettre les diapos, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est bien. Voilà, donc il faut partager ta communication. On appelle là. Oui, professeur. Oui, ça. Hamdabakoum, arrêtez de faire des rayures sur le micro, j'arrive pas à le... Ça va, professeur? منش سمعتك كنا نرد لك الميكرو apparemment